Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette première et dernière édition sur l'élection partielle de Marie-Victorin. Aujourd'hui, on va aborder des enjeux là, qui sont importants finalement pour les syndiqués du milieu de l'éducation, hein. Nous, au SEPB 578, on est de la commission scolaire Marie-Victorin, ce qui fait qu'on est au cœur finalement de cette circonscription. Comme vous le savez, lundi, le 11 avril, il y a élection partielle. Je rappelle à tous les membres que c'est hyper important d'aller voter. Euh, que vous choisissez le parti pour lequel vous voulez, mais allez-y, s'il vous plaît. La démocratie, c'est ultra important. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de Marie-Victorin? C'est parce que c'est la première occasion qu'on a depuis quelques années d'envoyer un message clair au gouvernement, qu'on soit d'accord ou non avec lui. C'est le temps de le faire savoir. Avec le SEPB Québec, nous avons envoyé à plusieurs reprises des courriels aux partis politiques principaux pour obtenir des réponses à des enjeux qui nous touchent, hein. Donc, la hausse du financement du secteur de l'éducation, l'investissement dans les fonds d'infrastructure, la qualité de l'air, l'inflation, les coûts de la vie et bien sûr l'assurance médicaments universelle. J'avertis d'emblée que ce n'est pas tous les partis qui nous ont répondu. En fait, la CAQ ne nous a pas répondu. Donc, on a eu, quand on parle des partis principaux, on a parlé à des gens du Parti québécois, de Québec solidaire et du Parti libéral, mais la CAQ a décidé de ne pas répondre aux questions. Donc, aujourd'hui, ce que je vous explique tout de suite ce qui va se passer. J'ai deux invités avec moi qui sont fantastiques. Je vais commencer par les présenter finalement, hein. On va les ajouter. Vous allez voir que j'ai avec moi Annie Lavoie du SEPB 578 et Marc Glogowski qui est du SEPB. Pardonnez-moi un instant. Je les ajoute et les voici. Hein, ils sont là avec moi. J'ai Annie du 578 et Marc du SEPB 610. Annie, elle est vice-présidente en fait au 578, qui s'occupe beaucoup des questions de santé et sécurité, ce qui est très important finalement. Et on a aussi Marc qui est président de la CASP, qui est le comité d'action sociopolitique au SEPB Québec. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Hey, je suis content de vous avoir avec moi, c'est vraiment le fun. Je suis très excité, je suis très, très excité parce qu'on n'en fait pas beaucoup, hein. On se disait juste avant de commencer à enregistrer que c'est une première et que la vérité, c'est qu'au niveau syndical, il faut s'impliquer en politique, même s'il y a des gens, on a des gens qui vont dire qu'on ne devrait pas le faire, mais on n'a pas le choix parce que ces enjeux-là, hein, on touche directement nos membres, que ce soit même au scolaire ou toi, Marc, qui vient directement du transport en commun, finalement. Le 610, c'est ça. Toi, c'est la STL, je crois, c'est ça? C'est la Société de transport de Montréal. Ah, tu vois, ouais, je me suis trompé. Donc, c'est le plus gros transporteur pour les gens. Alors, tu sais, il faut quand même en parler. C'est super important qu'on le fasse, mais ces enjeux-là touchent tout le monde. On n'a pas le choix de s'en mêler parce que si on ne s'occupe pas d'elle, la politique, elle a tendance à s'arranger de son bord, puis souvent, on est puni, hein. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Tout d'abord, on va prendre une petite minute, puis j'aimerais ça vous expliquer vos rôles dans vos organisations syndicales. C'est quoi vous faites, grosso modo? Alors, on va commencer par Marc, vas-y donc. Le 110, c'est, comme tu disais, c'est une section locale de 750 membres de professionnels syndiqués à la Société de transport de Montréal. Notamment, il y a des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des avocats, des notaires, des conseillers en communication. Il y a un paquet de monde. Donc, quand on a fusionné en 2010 au SEPB Québec, on était environ entre 250 à 300 membres. Donc, ça a énormément grossi depuis. Il y a beaucoup de projets. Ça va bien de ce côté-là, sauf qu'on a un problème de financement. Donc, oui, les gouvernements veulent bien rénover puis faire des nouveaux garages et acheter des autobus électriques, sauf que, tu sais, il faut faire rouler la poutine, là, si on veut. Puis ça, c'est très, très criant. Puis c'est vrai que ce que tu dis, Benoît, si on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Donc, on cogne aux portes pour dire, il y a un manque de financement. Là, tu sais, c'est bien beau de couper des rubans à gauche, à droite, mais il faut faire rouler la machine. Donc, c'est en gros ce qu'on fait, nous. Et je vais te poser une autre question, si tu permets. Ton implication au CASP, ça part de où, ça? Pourquoi tu tripes autant politique? Parce que c'est un peu ça, ton pain, ton beurre au sein du SEPB Québec, là? Je veux dire, c'est quand même une passion chez toi, là, de toute évidence. Oui, le CAS, c'est sûr que c'est un comité au sein du SEPB Québec, donc c'est
les sections locales qu'on peut envoyer 2 personnes. Donc, on est comme une quinzaine, entre 15 et 20 personnes en tout. Et ça touche toutes sortes d'enjeux là, de société. Là. On a beaucoup fait aussi pour le 578, mais on fait aussi beaucoup pour d'autres sections locales. Puis, bon, comme les médicaments, la gratuité des médicaments, ça touche tout le monde. Donc, on se met ensemble, on se rend compte, on essaie de sortir de la boîte, là, parce que c'est de l'action sociale et politique. Là, c'est faire plus qu'une petite section locale peut faire. Là, parce que on est quand même limité comme section locale, donc on a des idées d'un peu partout. Puis bon, ben, on essaie d'intervenir là, auprès des politiciens où on fait des manifestations. C'est comme ça qu'on essaie de faire bouger les choses. Ben, il y a beaucoup de solidarité syndicale au CASP. La semaine dernière, d'ailleurs, j'en profite, là, la semaine dernière, on a été, en fait, le 1er avril, on a été à Trois-Rivières, les gens du CASP. C'était une manifestation pour finalement appuyer nos confrères, consoeurs, nos camarades de Ash Grove qui sont en lock-out depuis vraiment trop longtemps, là, une centaine de jours. Là. Ça n'a aucun sens. Et ça a porté fruit, hein, parce que hier, pour ceux qui ne le savent pas, pour aller voir, Véronique Yvon a fait une vidéo avec finalement les représentants de Unifor pour les syndiqués d'Ash Grove qui ont dénoncé là, les casseurs de grève embauchés par l'employeur. Fait que, ça a porté fruit. Fait que félicitations déjà aux gens d'Ash Grove et merci aux gens mobilisés de la FTQ, là, les membres de la FTQ qui se sont pointés en solidarité syndicale. C'est vraiment important, juste le rappeler. Pour les gens d'autres sections locales qui nous entendent parler du CASP pour la première fois, si vos sections locales ne vous en parlent pas, n'hésitez pas à contacter le SEPB Québec. Ils vont pouvoir vous mettre en lien avec Marc. Là, on a toujours de la place au CASP. Puis même si le conseil du CASP est souvent, il peut être rempli, ne vous en faites pas. On a toujours besoin de militants et militantes actifs et actives. Merci, Marc. Annie, j'aimerais ça que tu nous parles. C'est quoi ton rôle, toi, au SEPB 578? Bon, ben écoute, mon très cher Benoît, je suis présentement vice-présidente par intérim, deuxième vice-présidente par intérim, pardonnez-moi. Moi, je m'occupe beaucoup plus de la santé et sécurité au travail. Comme tu le sais, ainsi que Marc également, nous, on représente le personnel de soutien au centre de service Marie-Victorin. Donc, on représente plus de 42 corps d'emploi, majoritairement féminins. Donc, il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui nous interpellent présentement là, dans les élections, hein, que ce soit toujours... que ce soit au niveau des municipalités ou voire même au niveau des provinciales, c'est clair qu'il faut se positionner, nous, ici, pour voir que les gouvernements se mobilisent et répondent à nos besoins dans l'éducation. Et toi, Annie, c'est quoi qui te drive dans l'implication sociale? Qu'est-ce qui fait que toi, parce que je te connais maintenant depuis environ 3 ans. Annie, c'est de loin des personnes les plus intenses que je connaisse. Je l'adore. Elle me fait souvent très rire. Et on a une blague à l'interne qu'on dit que si jamais on veut faire exploser n'importe quelle rencontre, on envoie Annie puis moi crinquer, là, ça tout explose. Marc il rit parce qu'il commence à me connaître aussi, ça serait pas beau à voir. Mais nous, on trouverait ça très drôle, mais je suis pas sûr que mettons, notre patron apprécierait. Mais qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce que tu t'impliques à ce point-là? Ça va faire plus de 25 ans que je suis dans l'éducation. Moi, l'éducation, ça n'a pas été un métier que j'ai choisi, ça a été une vocation. Moi, là, de savoir là, qu'on a des enfants tout petits qui deviennent adultes, qui sont des travailleurs, moi, ça, là, c'est ma plus grande fierté comme humain. Fait que moi, c'est sûr que tout ce qui touche à l'entour de l'éducation, ça m'interpelle au plus haut point. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on catégorise l'éducation comme si c'était, je vous dirais, un dossier sur une pile, moi, ça m'horripile. Pile, oui, je fais des efforts. Tu fais des rimes, t'es une poète en plus. C'est sûr, ça vient me toucher dans mes valeurs parce que c'en est une pour moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir laisser l'éducation publique parce que j'y crois, moi, l'éducation publique. La preuve, c'est que j'en suis une. Vous en êtes tous un, oui, et une. Et on peut faire tellement de belles choses ici au Québec, là. Fait que j'y crois, cette éducation-là. Fait que c'est ça qui me drive, c'est ça qui fait en sorte que je suis si militante, si aussi mobilisée pour augmenter nos conditions de travail dans l'éducation.
Ben, excellent, ben, merci beaucoup. Merci d'être là, vous deux, ce matin. Je sais qu'on faisait, c'est vendredi, on a 75 000 choses à faire, tout le monde, chacun de notre bord. Mais bon, on est là, on va jaser politique un peu ce matin. Tout le monde ici qui nous écoute, qui est au 578, vous allez avoir reçu un courriel dans la journée. Vous allez avoir finalement le document que je vais utiliser aujourd'hui, qui est pour comparer finalement les partis politiques. Mes invités n'ont pas eu les réponses des partis politiques, très simplement pour garder la spontanéité, puisqu'on a terminé le document hier soir, Jean-François et moi. Alors, je ne leur donnerai pas les réponses. Ce qu'on va faire, c'est que thème par thème, on va aborder thème par thème les enjeux principaux qu'on a demandé finalement aux partis politiques d'aborder. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire le thème, expliquer ce qu'on a demandé, et ensuite, je vais vous laisser, si vous avez quelque chose à ajouter, ne vous gênez pas, et on va procéder parti par parti, ce qu'ils ont dit, sans mentionner le nom du parti, pour vous faire un choix. On va parler du parti A, du parti B et du parti C. OK? Et moi, vraiment, là, format papier, je le montre à la caméra. Ça vient flou, je suis désolé. Mais format papier, je montre à la caméra, je garde le score. Fait qu'à la fin, on va savoir quels sont les enjeux là, qui ont plus touché nos gens et vers quel parti ils semblent plus se diriger. Je pense que c'est le fun à faire. Puis en même temps, on va se permettre de critiquer les réponses de chacun. Hein? On va le faire, là, les réponses, je parle des partis politiques. Le premier enjeu qu'on a abordé, c'est la hausse du financement du secteur de l'éducation. Je vais vous lire textuellement ce que notre collègue, M. Chatagne, a envoyé. Le secteur de l'éducation est sous-financé et occasionne quotidiennement de nombreux problèmes envers les membres que nous représentons au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Nous voyons 3 enjeux. Quelles sont les solutions de vos partis politiques? La première, pénurie de main-d'œuvre. Il y a de sérieux problèmes avec la pénurie de main-d'œuvre. Avant le début de la pandémie, les employés étaient au bout du rouleau. Et avec la pandémie, cela a empiré. Comment prévoyez-vous pourvoir les nombreux postes vacants et comment prévoyez-vous retenir la main-d'œuvre? Avant même d'aller avec les réponses des partis politiques, Annie, d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je l'ai toujours dit depuis le départ, puis écoutez, là, ça fait 10 ans que je dis les mêmes affaires. Fait que moi, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait déjà 10 ans qu'on le disait, ça allait arriver. Puis pour pouvoir vaincre ça, c'est pas compliqué. Hein? Moi, j'ai toujours dit, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas augmenter tes conditions de travail, mon très cher. Quand je parle de conditions de travail, là, je parle au niveau des postes. On a encore des postes au Centre Marie-Victorin pour toutes les catégories d'emploi dont je vous ai nommé tout à l'heure, qui sont encore à 12 heures, à 15 heures, à 20 heures. Aujourd'hui, quand on me dit que c'est parce que c'est tout ce qu'on est capable d'offrir, ben non, on n'y arrivera pas de cette façon-là. Puis augmenter aussi les salaires. Arrêtons de dire qu'on était... c'est vrai qu'on a peut-être déjà été des enfants chéris du Québec, mais ça, d'après moi, c'est avant ma naissance. Très jeune, là. Fait que moi, ce que je veux, personnellement, pour mes gens, c'est augmentation des conditions de travail, avoir des postes qui sont fidèles aujourd'hui à la réalité du milieu, avoir aussi de l'argent. On vit avec l'argent, on n'a pas le choix. Fait augmentons nos salaires, augmentons nos avantages sociaux. Fait que voici mes deux. Fait que j'espère que les partis politiques que tu vas nous donner tantôt ont placé leur jeton. J'ai bien hâte de voir vos réactions. Est-ce que toi, Marc, as-tu quelque chose à ajouter sur ça? Pas grand-chose, je suis tout à fait d'accord. Annie, c'est tough, hein? Oui, ben, c'est peut-être 2 personnes intenses. Moi, je le suis un peu moins, mais je suis parfaitement d'accord avec Annie. Puis, c'est clair que je ne connais pas les statistiques là, au milieu de travail, là, mais le nombre de personnes, 15 heures et moins, il y en a énormément. Là. Donc, c'est pas compliqué. Là, c'est augmenter le nombre d'heures. Il faut que ça soit attrayant à quelque part. Là, augmenter le nombre d'heures. Là, faites en sorte que ça soit un travail presque à temps plein ou à temps plein. Là. Et oui, et le salaire, c'est pas plus compliqué que ça. Et merci. Et là, on y va. OK? Je vous rappelle que je vais faire de mon mieux pour censurer le nom des partis durant le jeu. Je vais essayer de remplacer soit par notre parti ou des fois, je vais dire le parti à la place. Comme ça, vous comprendrez que c'est sûr que si je vous dis le nom des partis, on va tous avoir une affinité vers plus l'un que l'autre. Alors, de cette façon-là, on va être capable de s'orienter un petit peu plus à l'aveugle et d'être un minimum, qu'on puisse paraître objectif le plus possible parce que c'est important.
Donc, j'y vais avec une première affirmation. La pénurie de main-d'œuvre est un phénomène qui frappe le Québec depuis plusieurs années. La CAQ s'entête à nier la pénurie de main-d'œuvre, malgré les impacts sur tous les secteurs de l'économie, sur les services publics et ce, dans toutes les régions. Ce n'est pas en niant le problème que l'on trouve des solutions. Notre parti croit qu'il faut agir sur tous les axes, que ce soit ramener les travailleurs expérimentés sur le marché du travail, avoir une immigration qui contribue mieux aux besoins de notre territoire et avoir une meilleure prévisibilité des besoins. Fait que ça, c'est un des partis qui a répondu ça. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce qui a été dit? Je trouve ça très général. C'est très général, très générique. Hein? C'est beau, là. On ne peut pas être controversé, mais il n'y a pas de solution, là. Moi, tu vois, ce qui m'a vraiment accroché dans ce commentaire-là, c'est quand on parle de ramener des travailleurs expérimentés. Ça veut dire qu'ils veulent sortir nos gens de la retraite pour les ramener travailler, en sachant très bien qu'on est pauvres en tabarouette, là. Fait qu'ils veulent miser sur le fait que les gens pauvres sont assez pauvres pour revenir travailler 72 ans avec 25 enfants, 30 enfants, c'est un non-sens. Là. Pour moi, ça, c'est un non-sens. Ensuite, je vais y aller avec une autre réponse. Comme vous, nous constatons le sous-financement de l'éducation au Québec, que ce soit pour les infrastructures et les conditions de travail et les salaires des travailleuses et des travailleurs. Pour s'assurer de l'attraction-rétention, le gouvernement québécois doit s'attaquer à l'important retard salarial des travailleuses et des travailleurs du secteur public québécois. Depuis notre fondation, nous avons adopté la position du soutien aux travailleurs sans ingérer dans leur stratégie de négociation, et c'est pourquoi nous avons manifesté à de multiples reprises notre soutien aux revendications des syndicats du secteur public. Par ailleurs, une chose est claire, nous sommes aussi un parti qui a proposé des mesures concrètes afin de générer des revenus qui permettent à l'État québécois de se donner les moyens d'assurer un véritable réinvestissement dans les services publics. Ben, c'est mieux. C'est mieux, hein? C'est mieux. Oui, c'est mieux, là, parce qu'on parle de sous-financement, de réglementation salariale. Donc, c'est mieux que l'autre. Parfait. Et on va y aller avec la... Ouais, on va s'améliorer, c'est vrai, hein? C'est pas faux. Annie, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? As-tu quelque chose qui t'accroche? Non, je vais attendre les 3 réponses jusqu'à maintenant. Parfait. Parce qu'ils ne m'ont pas apporté beaucoup de choses. Là. OK. Celle-là, la deuxième est mieux un peu. On va y aller avec le dernier. Nous avons proposé un « Je contribue » en matière d'éducation et le gouvernement a adopté notre idée. Évidemment, ça n'a pas solutionné le problème en entier. La seule manière de pourvoir les postes et de garder les gens dans le système d'éducation, c'est de revaloriser les professions de ce secteur. Il faut leur offrir des conditions de travail beaucoup plus humaines, telles que des classes ou groupes plus petits, de meilleurs salaires et des ressources. Ça veut dire soutenir les enseignants dans leurs tâches en classe et dans leurs tâches autres que l'enseignement. Valoriser et offrir de meilleures conditions aux employés de soutien est une nécessité absolue pour redresser notre système d'éducation. Les enseignants s'appuient sur eux, par eux, ils sous-entendent bien sûr les employés de soutien. Ils sont essentiels pour le bon fonctionnement des classes et le sain développement des enfants, surtout ceux ayant des besoins particuliers. Il faut redonner leur lettre de noblesse aux travailleurs de l'ombre qui œuvrent dans nos classes. Ça, c'est déjà mieux. T'as-tu vu, mon très cher Benoît, parce qu'ils mettent des mesures plus concrètes, de revaloriser les emplois, tu sais, là, justement, de réinvestir dans l'éducation. Fait que franchement, ça, ils ont un plus. OK. Fait que là, j'ai toujours pas dit le parti, mais je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, dans celui-là, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, avant d'y aller, vas-y. Ah, tout à fait d'accord. Ça s'améliorait de mieux en mieux, puis celle-là, à date, c'est oui. Honnêtement, je suis très honnête, là, c'est une réponse presque parfaite. Hein. On va toucher tout ce qu'on prône comme message. On parle de revalorisation, améliorer les conditions de travail, les salaires. Très difficile d'aller contre ça, même si j'ai beau le tordre. Mais moi, j'ai aimé le vocabulaire. Tu sais, on parle là, pour vraiment, il parle finalement que c'est un besoin absolu de faire ça. Absolu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre option. Il faut le faire. On n'a rien. On ne peut pas y arriver sans ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le fait qu'il vient reconnaître aussi le rôle, qu'il vienne reconnaître le rôle que le personnel de soutien peut avoir dans une école. C'est très bien. C'est ça. Okay. Je suis d'accord avec vous. Donc, si tu avais à choisir une des 3 positions, tu prends la première, hein, la deuxième ou la troisième? Ben, pour ma part, je prends la 3e.
Parfait. C'est la même chose. Et moi aussi, sans surprise, ça va être la même chose. Mais moi, j'ai les réponses. Je vais répondre seulement après vous, OK? Parce que je sais d'où ça vient. Je ne peux pas cacher que j'ai un parti favori là, avec lequel je milite depuis quelques années. Là. Fait que je vais me garder une gêne puis répondre en soit dernier à ce neutre. moment-là. Soit neutre. Ouais. Le plus possible. On va refaire exactement le même procédé. Toutefois, maintenant, on va parler des investissements en infrastructure. Je vous lis ce qu'on a envoyé textuellement aux partis politiques en cause. Vous allez pouvoir commenter le sujet, à quel point c'est pertinent pour nous tous et toutes. Puis ensuite, on part avec les partis politiques. Plusieurs édifices ont atteint un âge vénérable. Les besoins d'investissement sont plus que nécessaires. Notamment, il y a le problème de la qualité de l'eau. Hein. Il y a du plomb dans l'eau. Il y a plusieurs écoles où est-ce qu'on nous demande de faire couler l'eau 1, 2, 3, 4, 5 minutes avant de la boire. Et le fait d'agrandir de l'intérieur. Ça veut dire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est qu'on fait de la rénovation esthétique à l'intérieur, mais on ne fait pas de changement structurant. Comment prévoyez-vous régler ce problème? On y va avec ça. Je pense que je l'ai bien résumé, mais Annie, toi qui es une spécialiste en santé et sécurité, peux-tu nous parler un peu de ces enjeux-là un peu plus? Tu vas être capable, je pense, de le résumer. Puis, c'est sans dire qu'il va falloir avoir un investissement aussi financier dans nos écoles. Ça, c'est une chose. Puis, il va falloir également penser au mandat de l'éducation. Quand on reçoit des élèves dans une école, il faut qu'elle soit adaptée, l'école, pour les élèves et non pas pour les adultes qui y travaillent, malheureusement. On a beaucoup de choses présentement qu'on est en train de dénoter dans nos établissements scolaires qui ne fonctionnent pas. Puis là, il faut que je vous raconte, OK, si vous me permettez, là. Ils font des agrandissements, c'est beau. Esthétiquement, c'est parfait. Mais quand un enfant de 5 ans arrive dans le hall d'entrée puis qu'il a une statue, ma foi d'honneur, qui est sublime, l'enfant, lui, là, son objectif, c'est d'aller la grimper, d'aller explorer cette statue-là. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est adapté à la clientèle? La réponse que je vous dis, moi, c'est non. Fait que tout ça, là, c'est à réfléchir. Et je le sais, on réfléchit comme adulte, on ne peut pas réfléchir comme un enfant, mais il va falloir vraiment, à un moment donné, se positionner et se dire, il faut avoir des établissements qui reflètent justement la créativité de nos enfants, puis permettre cet espace-là, ce qui n'est pas le cas présentement. Écoute, moi, je pense que ça somme toute, tu as bien résumé ça. Mais je pense que quand on parle de choses structurantes, je vais envoyer quelque chose vers Marc, il va comprendre tout de suite. Je pense que le transport en commun est inévitable aussi dans cette réflexion-là. À partir du secondaire, je sais que c'est comme ça sur la Rive-Sud. La plupart des écoles, ils commencent progressivement ont commencé à diminuer, voire éliminer le transport scolaire. Je sais que c'est comme ça à Montréal aussi. Les écoles secondaires, c'est pas partout qu'il y a du transport scolaire. Donc, ça nous amène vers une question inévitable du transport en commun. D'après toi, Marc, est-ce que le transport en commun est suffisamment financé? Tu sais, là, je sais que ces financements, on parle beaucoup d'infrastructures éducatifs, mais je pense que c'est dans la même veine. Là. On pense aux jeunes qui n'ont souvent pas de voiture. Fait qu'il faut l'intégrer là-dedans. Bien, tout à fait. Le transport en commun, c'est un besoin essentiel pour les grandes villes. Là. Puis Longueuil, c'est une grande ville. Donc, c'est clair que pour les bien nantis, le transport en commun, c'est pas nécessairement intéressant, puis c'est peut-être moins utilisé, là, mais pour tous ceux qui vont travailler dans les hôpitaux, les CHSLD, les jeunes là, qui doivent aller à l'école, c'est essentiel. Donc, oui, à Montréal, la STEM, ils ont dit on va maintenir quand même le service. Bien, à Longueuil, ils ont décidé de diminuer le service. Puis ça crée beaucoup d'achalandage. Même les gens se déconnectent du transport en commun, ils vont prendre leur voiture, etc. Donc, c'est un service essentiel. Puis je vais revenir, là, je trouve ça effrayant là, qu'on va parler de qualité de l'eau dans les écoles, qualité de l'air. Je pense que la société, elle doit réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire avec nos jeunes puis nos plus vieux. Ça n'a pas d'allure. On s'en fout de cette gang-là. Là. On ne veut pas mettre d'argent, on veut mettre des œillères, on ne veut pas entendre parler. Puis moi, le poil me frise. Là. Bon. Bref, donc on continue là, parce que ça me choque. Là. Je te comprends. Écoute, je vais permettre un commentaire. Tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Je les aime d'amour, ces enfants-là. Ils sont souvent poqués, souvent maganés, parce qu'on comprend que Marie-Victorin, c'est
une des circonscriptions les plus pauvres au Québec. Il ne faut pas se le cacher. Les gens de Longueuil qui ne comprennent pas à quel point c'est étrange, Marie-Victorin, il faut comprendre que Longueuil, c'est vraiment une ville qui a été mal pensée là, à la base. Pas que c'est une mauvaise ville où il fait quand même bon vivre à Longueuil, c'est juste que tu as des secteurs qui vont être très, très riches, comme le vieux Longueuil, où est-ce qu'une maison en bas d'un demi-million, tu n'en trouveras pas. Là, je vous parle pré-pandémie, fait que là, je n'ai pas les prix actuellement. Mais tu vas avoir sur la même rue, un peu plus loin dans Longueuil, des maisons qui valent une fortune et en face, 4-5 blocs qui sont des pas CHSLD, pardon, mais des HLM. C'est juste que par le nombre, les secteurs avec les HLM, veut pas, ben, ils deviennent beaucoup plus nombreux et c'est pas des gens riches. C'est fait un peu comme ça, un peu partout à Longueuil. Tu vas avoir des secteurs très, très riches, des secteurs excessivement pauvres qui vont être condensés autour justement des écoles et des endroits, des artères commerciales et des centres commerciaux. C'est comme ça que la ville a été faite à la base. Et c'est effectivement là où on aurait plus besoin de transport en commun. Et il n'y en a pas tant que ça. Il faut le comprendre. Là. Moi qui vis à Longueuil depuis toujours, traverser Longueuil, là, je parle même pas de la Saint-Hubert. On va rester vraiment à Longueuil. De la 116 au métro peut prendre jusqu'à 1 heure, dépendamment du port de où. Ce qui est inacceptable. Si tu penses à quelqu'un qui veut se rendre, mettons, au centre-ville pour aller travailler, il ne peut pas se permettre de faire 2 heures de transport en commun. Aller, retour, ça n'a aucun sens. Tu sais. C'est pour ça qu'on est dépendant de la voiture alors qu'on ne devrait pas. Voilà le commentaire sur le transport en commun. Puis je vais dire aussi que, je ne sais pas pour vous, moi en tant qu'adulte, je n'accepterais pas d'être quelque part 8 heures par jour où on se doute de la qualité de mon air et on doute de la qualité de l'eau que je bois. On le demande aux enfants. En fait, non seulement on le demande, on l'exige des enfants, puis on l'exige aussi des adultes qui y sont. C'est inacceptable. C'est ça. Alors, maintenant, on va passer aux commentaires des partis, si vous le voulez bien. Je vais faire exprès, je vais mélanger l'ordre des parties pour pas que vous puissiez deviner ou penser qu'il y a une habitude. On y va comme ça. OK, je vais juste, moi, me garder. Je vais juste me faire une petite note pour savoir dans quel ordre que je vous les ai passés pour faire le pointage. Hein? Sinon, je vais me mélanger. OK, on y va. Comme vous, nous constatons le sous-financement de l'éducation au Québec. Ça, c'est une reprise de plus tôt, hein, c'est parce que la phrase était importante. Comme vous, nous constatons le sous-financement de l'éducation au Québec, que ce soit pour les infrastructures ou les conditions de travail et salariales des travailleurs et des travailleuses. Fin de leur citation. Ça vous dit quoi, ça? Il me semble qu'il manque un peu d'impôts. C'est eux qui ont répondu comme ça, hein, fait que je peux pas... c'est un manque d'inspiration. C'est bien parti, mais il semble de rendre suite quelque chose. Hein. Tu commences avec ça pour poursuivre avec autre chose, mais non, tout est là pour eux. OK. Je suis d'accord, mais en fait, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a répondu comme point par point, comme on l'avait présenté. Eux ne l'ont pas fait de cette façon-là. C'est leur prérogative. Et bon, bref, mais au moins, on a une réponse. Comparativement à la CAQ, que je répète, on n'a pas répondu. Bon, on va y aller maintenant avec le prochain parti qui dit sous un gouvernement de notre parti, chaque dollar prévu pour le 3e lien entre Québec et Lévis ira en santé et en éducation, notamment pour l'entretien des bâtiments scolaires. Il faut continuer le grand chantier de rénovation des écoles du Québec en augmentant le financement qui y est consacré. Pour nos jeunes et pour le personnel, nos écoles doivent être de véritables milieux de vie modernes où chacun peut atteindre son plein potentiel une fois pour toutes. Il faut se débarrasser des écoles vétustes. Vétuste, en passant, ça veut dire passer date pour ceux qui ne le sauraient pas. En gros, là, c'est ça. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce... Moi, j'adore cette réponse-là. Oui, le 3e lien, 10 milliards, là, qui sert en tout cas à augmenter la pollution, puis l'étalement urbain. Puis, ouais, prenons cet argent-là, puis, tu sais, on a des écoles qui tombent en ruine, puis faisons de quoi avec cet argent-là, d'utile, puis d'intelligent, là, au lieu de construire un tunnel le plus long tunnel du monde, là. Non. So far, so good. Je suis d'accord avec vous. Écoute, le 3e lien, c'est une aberration. C'est tellement 1975 comme façon de penser. Ça me semble... c'est dépassé. Il faut passer à autre chose. Je vais avec le 3e parti maintenant. Valoriser les professions de l'éducation, c'est aussi offrir un milieu de travail stimulant, sécuritaire et fonctionnel aux employés. Des efforts ont été consentis pour rénover les écoles, mais du travail reste à faire. Nous proposons d'accélérer les investissements dans les infrastructures en éducation et même d'adopter une loi afin d'empêcher les coupures spécifiquement en éducation.
Quelque chose à ajouter? C'est intéressant. Oui, moi aussi, je dirais intéressant, mais il manque de la charreille. Je suis pas en désaccord avec toi, tu sais, ça pourrait aller plus loin, mais par contre, moi, ce que j'aime vraiment, ça, je vous le dise, là, ça, c'est, tu sais, il faut, le deuxième que j'ai lu, j'aimais beaucoup l'idée pour le troisième lien, là, le troisième lien, Ouais. mettre l'âge là-dedans, prendre l'argent. Et dans celle-là, quelque chose que moi, j'adore, c'est de mettre une loi qui empêche la coupure en éducation. C'est ça. Tu fais un amalgame, tu les mets ensemble. Ouais, tu les mets ensemble, c'est bon, mais sérieusement, je trouve que la mesure la plus forte qui nous est proposée, c'est empêcher les coupures en éducation. Ça veut dire que chaque gain qu'on va être capable de faire, ils mettent une loi qui font qu'on ne l'ôtera jamais. T'sais. J'aime l'idée. Ceci étant dit, c'est ça. Fait que si tu avais à choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième, Marc, tu choisis lequel? Qu'on coupe le troisième lien, ça vient me chercher. T'aimes ça? Ben là, il ne faudrait pas qu'ils mettent ça partout parce que je vais voter là-dessus. Mais je te comprends. Donc, toi, tu irais avec le troisième lien. Toi, Annie? Écoute, je suis ambivalente, mais moi, je trouve que c'est plus... c'est une solution plus active dans la deuxième, donc de couper le lien, on réinvestit tout de suite en éducation. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Dans la troisième citation, oui, la loi, mais tu sais, moi, je me dis, il faut passer par des lois pour essayer d'avoir des gains. Moi, on va dire, ça veut dire que ça vient pas du cœur, ça vient pas des priorités, de choisir, de dire, on va investir. On est obligé de passer par des lois, puis ça, j'ai de la misère. C'est fâchant de savoir qu'on est obligé d'avoir des lois pour protéger l'éducation. Exact! Mais tu sais, je comprends pourquoi ils le mettent. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, ils réalisent qu'il y a un problème. Mais c'est fâchant qu'on soit qu'un parti en 2022 sur je dirais, on va protéger l'éducation. Pour moi, c'est hallucinant. Là. Si vous me permettez, moi, les lois, là, OK, c'est cute. C'est super cute comme papier. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une loi en équité salariale, là, puis elle n'est pas respectée. Fait qu'on s'entend, si j'ai à choisir pour mes gens présentement, je vais choisir l'abolition du troisième lien pour qu'on puisse réinvestir en éducation, ce qui est beaucoup plus facile puis réaliste. Excellent. Écoute, c'est noté. On est très proche de dire la même chose. Hein, je trouve ça drôle. C'est proche. On n'est pas tout à fait tous d'accord, mais j'aime ça. On passe au prochain thème, si vous le voulez bien, qui est très connexe. Hein. On a parlé finalement de l'infrastructure, on a parlé de la qualité de l'eau. Maintenant, on va parler de la qualité de l'air. C'est un gros dossier parce que depuis 2 ans, on le vit tous avec la pandémie. Là, la qualité de l'air est mauvaise. Il faut comprendre tout de suite, avant même que je lise ce qu'on a envoyé aux partis politiques, que c'est pas nouveau. Hein. Avant même de lire, en fait, je vais céder la parole à Annie parce que je pense être une bonne personne pour nous en parler. Mais tu sais, la pandémie n'a rien inventé. Chez nos membres, je le sais déjà, Annie ne va pas renchérir sur ça, mais je sais que pour nos membres, on a des problèmes de sinusite chronique, d'otite chronique, des problèmes d'asthme qui sont répétés. Là. Je veux dire, on a des noms en tête, là, je nommerai personne, mais on a des membres en tête que la qualité de l'air et même les enfants, assurément, développent des problèmes de santé ou augmentent leurs problèmes de santé à cause de ça. On sait aussi comment se propage le rhume et la grippe à l'intérieur avec une qualité de l'air insuffisante ou une ventilation insuffisante. Fait que c'est pas nouveau. Maintenant, ceci étant dit, ça a pris toute la place dans nos dernières années immanquablement. Et toi, au niveau de la CNESST, qu'est-ce que tu as eu à traiter comme dossier là-dessus? Écoute, Benoît, puis je vais être franche, OK? Au centre de service Marie-Victorin, depuis 2017, ils se sont attaqués à la problématique de qualité de l'air, OK? Ce qui fait en sorte qu'ils ont mis ils ont mis des sous, en fait, dans les systèmes de ventilation. La problématique qu'on a, c'est nos écoles qui sont vieilles, vétustes. Tu sais, lorsque c'est difficile d'ouvrir les fenêtres, les systèmes de ventilation sont pas toujours adéquats. Fait que ça a été cette année, je vous donne un exemple. Au centre de service Marie-Victorin, on avait 3 écoles cette année qui étaient problématiques, dans lesquelles, effectivement, les techniciens en bâtiment, qui se trouvaient être mes membres, allaient faire de l'investigation pour pouvoir offrir une meilleure qualité de l'air. Mais je vais vous dire aussi autre chose. Vous savez, comme on est en surplus dans nos écoles au niveau du nombre d'élèves, on a ce qu'on appelle des roulottes ou des mobiles là, pour pouvoir
des annexes, excusez-moi, je cherche mes mots, des annexes à l'extérieur, OK? Pour ceux, si tu permets, pour ceux qui nous écouteraient, qui n'ont jamais vu d'annexe, en fait, là, ça ressemble, c'est vraiment des modules, c'est des modules qui sont à peu près gros comme, pour vrai, gros comme un container double, si vous voulez, là. Mais à l'intérieur, c'est très beau, là. Je ne veux pas critiquer. Les classes sont neuves. C'est magnifique. Mais on a un problème avec ceux-là, parce qu'ils sont tellement hermétiques que l'air passe pas, le système de ventilation n'est pas adéquat. Fait que c'est eux qui ont accès aux échangeurs d'air. Et la climatisation aussi, hein? Parce que ces modules-là sont climatisés. Exactement. Fait que, tu sais, c'est neuf, mais on a un problème qu'ils soient trop hermétiques. Puis on a des écoles trop vieilles dans lesquelles les systèmes, c'est difficile. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu qui est, pour moi, qui est primordial pour la santé et sécurité au travail. Et on est là-dedans. Les élèves sont là-dedans là, de 6h30, 7h le matin, aller jusqu'à 4h l'après-midi. Idem pour les travailleurs. Fait que imaginez-vous, là. Fait que c'est normal qu'on soit... Pas normal. Je trouve qu'on est en retard, en fait, tu sais, pour se questionner, puis je te dirais, s'épouvanter sur la qualité de l'air dans nos écoles. Merci. Écoute, c'est super pertinent. On voit que cet enjeu-là, tu le connais bien, puis il n'est pas nouveau. Hein? C'est un vieil enjeu. Jusque-là, il est mis... Tu sais, Annie va vous le dire, puis Marc aussi, je sais que tu m'as déjà entendu dire ça. Je dis souvent que la pandémie n'a rien inventé. Elle a juste mis l'emphase sur des choses qu'on savait déjà. Ces lacunes-là, on les avait. C'est juste que maintenant, elles ont pris une ampleur parce que la situation est plus critique. Là, fait que c'est normal qu'on s'est rendu là. Mais je vais faire un lien, encore une fois, avec le transport en commun. Le transport, tu le connais mieux que moi, Marc, assurément. Le métro de Montréal, qui est quelque chose qui est vraiment fantastique. C'est un atout incroyable pour la ville, puis même pour le Québec, je dirais en entier. Mais on s'entend que la qualité de l'air dans le métro, c'est ordinaire aussi. Là. Est-ce que vous avez des problématiques similaires pour nous que nous en éducation là-dedans? Ou... Ben, dans les wagons de métro, non, il y a beaucoup d'aération. Donc, là aussi, c'est calibré, c'est vérifié. Il n'y a pas nécessairement de problème. Il y a même aussi la circulation qui se fait dans les tunnels, donc qui partent là en fonction de l'achalandage. Là, donc, pendant les heures de pointe, il y a aussi de l'aération qui se fait dans les tunnels. Donc, non, c'est pas nécessairement un problème. Okay, c'est pas un gros enjeu pour vous. Non. Puis en plus, c'est aussi, si jamais il y a un feu, ben là, il faut comme diriger la fumée dans un certain sens. Donc, c'est extrêmement réglementé. Là, donc, c'est pas un donc enjeu. Étant donné la nature de la bête, ils ont été obligés de dans le fond, la sécurité avancée fait que ça a été moins un problème. Est-ce que, écoute, ça se peut que tu n'aies pas la réponse, hein, parce que on ne s'est pas beaucoup préparé pour ça, fait que je te pose des questions pas mal à brûle pour point, puis j'ai un intérêt, j'essaie de comprendre aussi. Dans le fond, est-ce qu'ils ont augmenté, selon ce que tu sais, peut-être l'échange d'air qui se faisait en temps de pandémie? Ont-ils augmenté un petit peu ça? Ça, j'en ai aucune idée. Ça, c'est pas bon. Parfait. Écoute, j'achalerai Benoît tantôt pour le savoir. Je suis sûr qu'il va pas me donner une réponse. Puis, si y a des gens qui sont intéressés, je vous invite là, à le laisser en commentaire. On va s'arranger pour y répondre parce que moi, je suis vraiment juste... je suis intéressé aussi par la sécurité du métro parce qu'il faut le revaloriser. Avec la pandémie, on a perdu l'habitude. Hein. Mais ce qu'ils ont fait, par contre, c'est plus de nettoyage, là, les métros, les sièges, les poteaux, les autobus aussi. Donc, ça, avant, on nettoyait peut-être, je pense qu'un autobus, on le nettoyait peut-être une fois ou 3 jours. C'était à chaque jour. Mais pour la qualité de l'air, ça n'a jamais été réellement un enjeu. Donc, je ne pense pas qu'on aérait plus. De toute façon, l'achalandage n'était plus là non plus, là, parce que ça baissait à 35 %. Donc, il y avait une bonne distanciation. Tu sais, on a toujours maintenu le service. Donc, c'est ça la bonne chose, parce que si tu réduis le service puis tu as 35 % d'achalandage, tu es plus tassé. Donc, tu maintiens le service, il y a 35 % d'achalandage, les gens sont relativement loin l'un de l'autre. Puis, avec le système d'aération, oui, c'était adéquat. Je ne pense pas qu'ils l'ont augmenté. Oui, c'est ça. C'est vrai que si tu as moins d'achalandage, tu n'as pas besoin de temps de l'augmenter non plus. C'est tout à fait rationnel ce que tu me dis. Moi, dans ma tête, je n'y pensais pas parce que notre réalité, c'est qu'on est dans les mêmes locaux sur de longues périodes. Or, c'est différent. Merci de tes éclaircissements. Super apprécié. Donc, on y va. Comme je dis, c'est la qualité de l'air. Je vais lire maintenant textuellement ce que notre collègue a envoyé au parti politique. Qualité de l'air. Ce sujet a été abordé plusieurs fois dans les médias. Nos élèves, leurs parents et les employés veulent du changement à ce sujet. Comment prévoyez-vous améliorer la qualité de l'air?
Ça, c'est la question qu'on leur a posée. Elle est très directe, elle est assez simple. Hein. Alors, on va y aller. Je vais juste confirmer. Oui, c'est ça, j'ai fait ça de même tantôt. Alors, je vais y aller comme ça. Voilà. C'est important que je me laisse la petite note parce que je ne veux pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc, je vais avec le premier commentaire de parti politique. Le gouvernement a tergiversé sur cet enjeu, niant le problème. Tergiversé, ça veut dire, dans le fond, il a branlé dans le manche en bon québécois. Niant le problème. Le mesurant mal et réglant à peine. Notre porte-parole en matière d'éducation a d'ailleurs déposé une pétition sur le sujet à laquelle le gouvernement a refusé de donner suite. Il faut déployer tous les efforts nécessaires en vue d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles, que ce soit en améliorant les systèmes de ventilation ou en installant des échangeurs d'air au besoin. Le ministre ne maîtrise clairement pas la situation, au détriment de la santé des enfants et des travailleurs. Il faut y remédier sans tarder. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est tout vrai, hein? C'est tout vrai. Mais vous allez voir, hein, je pense que vous allez voir, là, ça se ressemble beaucoup. Tout ce qui a été dit partout, c'est assez similaire. Maintenant, le prochain parti. On reconnaît le problème. Notre chef en a souvent parlé. Si la personne qui écrit le texte entend, c'est normal, j'ai remplacé pour pas qu'on puisse deviner c'est quelle partie, justement. Je reprends. On reconnaît le problème. Notre chef en a souvent parlé. La situation dans les écoles est alarmante. Il est impensable que les fenêtres puissent rester ouvertes en plein hiver. Ce n'est pas sérieux. Il y a des solutions comme les filtreurs à air portatifs dans les classes à court terme, donc des purificateurs dans chaque classe. En simultané, il faut absolument améliorer la ventilation dans toutes les écoles du Québec. Pas grand-chose à ajouter encore là. Hein. C'est assez... ça, je vous dis, ça se ressemble beaucoup. Là. Les deux disent que le gouvernement a branlé dans le manche puis qu'il faut améliorer la situation. On va aller avec le troisième maintenant. Sur la question de la qualité de l'air, je peux vous assurer que la qualité de l'air dans les écoles a été une priorité pour notre parti au courant des 2 dernières années. Nos chefs ou nos porte-paroles ont talonné parce qu'ils ont mis 2 noms, donc nos porte-paroles ont talonné le ministre Roberge à de multiples reprises afin d'assurer que les écoles québécoises soient sécuritaires. Dès l'automne 2020, nous avons demandé de mettre en place des détecteurs de CO2 et de purificateurs d'air dans toutes les classes du Québec. Très similaire. Rendu là, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Il n'y a pas de moyen de concret, mais c'est bon, ils ont raison, ils ont tous raison. Il faut s'attaquer au problème. Par contre, moi, je vais c'est même pas critiquer, c'est parce que quelqu'un l'apporte, il y a un des partis qui l'a porté sur le tapis. J'ai bien de la misère avec les détecteurs de CO2. Je le sais que ça permet de mesurer la quantité de dioxyde de carbone dans l'air. Toutefois, même lorsque la quantité de CO2 diminue dans une classe, ça ne veut pas dire qu'elle est bien ventilée. Hein? Ça ne veut pas dire que l'air a été sorti. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a mélangé plus d'air dedans. Pour faire un parallèle aux gens qui ne comprennent pas exactement ce que je veux dire, supposons qu'on prend un verre de jus, OK, et que j'en verse la moitié, puis je le remplis d'eau ensuite, il est dilué. C'est juste ça que ça fait. Là. Le CO2 qui diminue, ça veut juste dire qu'on a dilué. Ça ne veut pas dire que le contenu qui était là est parti. C'est que j'ai mis plus d'eau, donc plus de volume. J'aime pas cette mesure-là parce que ça n'enlève pas le virus. En fait, je vous explique un peu. Je sais que c'est un peu technique, mais ce qu'on fait en santé, quand on veut se débarrasser d'une substance, on fait ce qu'on appelle une pression négative. Ça veut dire que je vais sortir plus d'air, que je vais en rentrer volontairement. Ça va créer un effet comme notre balayeuse, mais plus faible, mais c'est un peu ça. Donc, je vais sortir plus d'air. Ce qui m'apparaît, moi, avec mes connaissances en électromécanique et en ventilation, être la solution. Toutefois, ce n'est pas appliqué. Fait que c'est le seul bémol. Les mots détecteurs de CO2, ça ne règle pas le problème. Puis dans des écoles qui sont à air ouverte, par exemple, avec certaines classes fermées, j'ai beau rajouter de l'air, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que j'augmente la pression. Et dès que j'ouvre, puis la pression, la façon que ça fonctionne, c'est comme une bouteille. Une bouteille de coke, je la brasse, bien, la pression s'accumule. Quand je l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ça se garoche. Imaginez que l'air, c'est un peu la même chose. Je rajoute de l'air dans un endroit fermé. Dès que tu vas ouvrir la porte, ça va sortir d'un coup. Donc, toute cette charge de microbes-là, ou de virus-là, ou d'air vicié-là, va sortir dans le corridor, va se diriger vers une classe qui n'est pas d'une classe fermée, qui a des fenêtres ouvertes. Fait que ça va venir contre tous les contaminants d'une classe, vont juste se déplacer vers la classe suivante. La misère avec ce concept-là, c'est mon mini pétage de cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Annie. Mais en fait, je te dirais, il y a 2 choses l'une, Benoît. C'est qu'en pandémie, les gens là, avaient peur du virus. On est-tu d'accord? Avec raison.
Oui, oui, avec la qualité de l'air aussi, c'est important. Les gens, maintenant, avec le détecteur, c'est qu'ils voient des choses. OK? Ils voient sur le compteur. Fait qu'ils peuvent tout de suite agir, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Tu sais. J'ai l'impression que les gens, ça leur a pris peut-être ce moyen-là pour dire, ben, tu sais, je le vois, je le sais, maintenant, je peux agir. Fait que moi, je trouve pas ça si négatif. Maintenant, c'est sûr que notre ministre, quand il est allé annoncer que ça prenait 1000 ppm, puis tu sais, la CNSST est à 5000, on a un problème Houston, OK? Ça veut dire que soit qu'il n'a pas écouté ces gens, ou, je ne sais pas, il voulait bien paraître, là. Fait que ça aussi, c'est difficile à atteindre. Et puis il a menti. Il faut comprendre que le ministre, là, honnêtement, je suis déçu de ne pas avoir les réponses de la CAQ, là, mais je pense qu'ils savent que ce serait peut-être fait un peu plus brasser que les autres. Mais fait que ça, c'est impensable d'atteindre 1000 ppm. Tu as 22 enfants dans une classe avec du personnel de soutien. Là, c'est impossible. Quand même, tu voudrais, il faudrait qu'il soit l'enfant tout seul avec l'enseignante, super, nickel, il va l'atteindre. Ben, si c'était ça qu'il voulait dire, M. Robert, j'aimerais qu'à être clair, baisser le ratio, avoir moins de monde des classes, avoir plus de classes, fait que ça, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, fait que moi, en termes de lecteurs, là, moi, je trouve que ça l'a sécurisé les gens. Bien, ça, je comprends. Je comprends, tu as raison. Je pense d'avoir un éducateur comme ça peut être sécurisant. Tant que ça n'amène pas à de la négligence par la suite. Exact. Là, parce que c'est ça le danger. Hein? Tu sais, moi, ce qui m'a fatigué dans ce dossier-là, c'est à maintes reprises, 2 ou 3 reprises de mémoire, M. Robert s'est fait prendre à mentir sur le dossier en disant que la santé publique avait dit que tout ce qu'il avait fait, c'était beau. Disons que c'était pathétique, là, honnêtement. Et le manque de représailles de la part du premier ministre face à un ministre qui ment alors que c'est un des 2 plus gros postes budgétaires au Québec, c'est très frustrant. Tu sais, je pense que nos gens, moi, j'ai une approche, puis Marc, je pense qu'il est d'accord avec moi là-dessus, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, moi, je l'approche de dire, disons la vérité aux gens, ils sont assez intelligents pour comprendre. Fait que, tu sais, moi, j'aime pas ça quand volontairement, au moment où on manipule de l'information. Je sais que Marc, tu as tes positions similaires là-dessus au casque, que je t'ai déjà entendu, là. Ben, moi, ce que je trouve effrayant, qu'on est en 2022, puis on parle encore de ça, là, puis ça date pas d'hier, là. Puis on parle de jeunes enfants, qualité d'eau, qualité de l'air. Puis oui, on trouve des solutions, vous baignez là-dedans, puis je comprends qu'il y a de l'espoir, puis tout ça. Mais moi, je suis pas dans ce milieu-là, puis j'entends ça, puis je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est pas quelque chose qui date de 6 mois ou 2 ans, là. Ça fait longtemps que ça existe. Là, c'est plus public que jamais. Puis on fait des patentes à gosses, là, en attendant de vraiment régler le problème. Tu sais, Marc, là, tu as tellement raison, parce que malheureusement, ça a pris une pandémie là, pour dire voici le bobo qui traîne depuis de nombreuses années qu'on a ignoré volontairement. Tu sais, on ne souhaite pas ça à personne d'avoir encore une autre pandémie comme on vient de vivre. Ça a été une horreur. Mais malgré tout, à cause de ça, on est obligé de mettre les bobos à l'air libre, dont la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Moi aussi, je trouve ça aberrant. Là. On est en 2022. Puis ce qui est vraiment fâchant, c'est que c'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Là. Je vais parler de mon papa un petit peu. Mon papa est plombier, travaille toute sa vie en plomberie chauffage, puis de la ventilation, on en a fait. J'en ai fait un petit peu, là, j'ai des certifications là-dedans. Et des filtres à air ultra efficaces, là, portables. Allô papa, en passant, si t'écoutes, j'en profite. Ultra efficaces, qui sont gros essentiellement comme une imprimante de bureau, qui sont capables de couvrir... là, je m'excuse, je parle en pieds carrés, c'est de la construction, mais on parle jusqu'à 1000, 1100 pieds carrés, ce qui est très grand comme surface, à condition de prendre un de bonne qualité. Ça se branche là, dans une prise ordinaire de 120. Là, fait qu'on n'a pas besoin d'adaptation majeure et ça coûte environ là, 800 $ à 1500 $ par appareil, dépendamment de la qualité. Il y en a des solutions, mais c'est fâchant de savoir que l'employeur, je ne veux pas juste prendre la commission scolaire Marie-Victorin, je vais parler de l'employeur en étant le gouvernement, ne veut pas vraiment agir sur la question. Parce que c'est pas perdu, hein, ces filtres à air-là, ça se répare, ça s'entretient et les filtres sont remplaçables ou réparables si on prend un électronique. Ça peut durer longtemps, puis ça va faire une différence, pas juste pour la COVID, ça va faire une différence pour la grippe, la gastro, le rhume, puis toutes ces maladies-là que nos gens sont exposés constamment. Puis les enfants aussi. Ultimement, c'est encore une fois une question de santé. D'hygiène publique, là, c'est aberrant qu'on en parle encore. Vous avez tout à fait raison.
Maintenant, on va passer à savoir quel était votre préféré. Hein? Ça veut dire que se ressemblaient toutes, mais est-ce que vous avez une préférence? Moi, je pour le B parce qu'il parle que c'est effrayant d'avoir des fenêtres ouvertes l'hiver. Ah, donc, Ça m'a comme. Ben, c'est ça qui fait une différence par rapport aux autres parce que ça ressemble. Là, même lui, ça ressemble comme les autres, là, mais le fait qu'il trouvait ça effrayant qu'on ouvre des fenêtres l'hiver, ben, je suis bien d'accord. Donc, je vote pour B. Marc, je suis à la même place que toi, moi aussi. Tu sais, ça ressemble tout, tu as tout à fait raison. Mais j'ai dit le B, au moins, il est allé chercher une information qui est plus pertinente. C'est vrai qu'ouvrir les fenêtres à moins 35 qu'on a eu en janvier pour faire aérer sa classe, tout le monde se les gèle. Fait que non, tu sais, moi aussi, j'ai choisi B. écoute, moi, je vais prendre le troisième, honnêtement. La raison pourquoi je le fais, c'est parce qu'il semble, selon ce que je lis, qu'ils ont été les premiers à le faire, c'est parce qu'ils l'ont pris à cœur dès le départ. Fait qu'il n'y a pas besoin de se rendre à ce que ça devienne quasiment une catastrophe et que les fenêtres soient ouvertes pour agir. Alors, pour ça, je vais donner le point, en mon sens à moi, au troisième parti que j'ai lu. À la fin, vous allez voir, vous allez savoir c'était qui. En passant, tout le document va être disponible. On va le mettre dans les commentaires. Vous allez pouvoir aller le chercher facilement. Ça va être là. Vous allez pouvoir jouer, faire le jeu avec nous si ça vous tente par la suite. Donc, continuons. On a maintenant le prochain qui est un gros morceau. Il nous en reste 2 à faire. Fait on va essayer d'accélérer parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. On a l'inflation et le coût de la vie. L'inflation, en fait, tout le monde l'a constaté, hein, tout coûte plus cher, l'essence, la nourriture, l'électricité, tout augmente de façon drastique. On nous parle encore une fois, on entend certains partis à droite mettre ça sur le dos de la PCU, mettre ça sur le dos du fait qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent. Il faut comprendre déjà une chose, je vais défendre 2 secondes la PCU. Ça représente, avec le montant qu'il donnait, c'est environ 24 000 $ par année. Ça, c'est le seuil minimal de la pauvreté établi par Statistique Canada. C'est pas nous qui l'inventons, c'est ça. Et donc, ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'on va blâmer le fait qu'on a permis à des gens de survivre pour l'inflation en nous rappelant encore une logique d'économie, de penser qu'ils sont enrichis les plus riches. À un moment donné, ça retombe magiquement vers les plus pauvres. J'ai un peu de misère avec ça. On constate que les profits de plusieurs grandes entreprises ne font qu'augmenter, mais le coût de la vie augmente et les salaires des gens ne suivent pas. Ça, c'est le topo en gros. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais on parle là, que l'inflation en ce moment au Québec elle varie entre 4,5 et 6 % dépendamment où on regarde. C'est énorme. Hein? 6 % il faut comprendre que quelque chose qui coûtait 100 $ il y a quelques mois, t'en coûte 106. Et si là, ça se maintient dans quelques mois, ça va t'en coûter 112 et des poussières, un peu dans le bout de 114 environ. C'est ça que ça a parce que l'inflation, elle arrête, elle ne repart pas le chiffre du départ. Là. Elle repart du nouveau chiffre et ça continue. Donc, c'est exponentiel le coût à moyen long terme. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Vas-y, Marc, je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je te prends un peu au dépourvu. Oui. Moi, je suis quand même heureux d'entendre, parce que là, on parle de solutions, là, mais comme le budget fédéral qui veulent pour les soins dentaires, par exemple. Là. Puis nous, on pousse aussi pour le casque, là, tout ce qui est l'assurance médicaments, parce que il y a des membres au 578 où moi, j'ai appris que quasiment ça coûte le tiers de leur salaire là, pour être assuré. Donc, si on peut comme déjà dire, OK, c'est les soins de santé, puis dentaires, puis les médicaments, la gratuité au niveau des médicaments. Tu vas voir, le prochain point, c'est l'assurance médicaments universelle. Oui, mais ça aide aussi à quelque part. Tu as plus d'argent, tu n'as pas besoin de dire, OK, mon garçon, ma fille, là, les problèmes, il faut que j'aille voir chez le dentiste, mais là, j'ai pas une grosse paye, puis etc. J'ai le choix entre payer une réparation dentaire ou manger pour la semaine, je vais peut-être endurer le mal de dents. Exact, tu n'as plus besoin de poser cette question-là si c'est déjà couvert. Là. Donc, tu sais, c'est des pistes de solutions qui viennent aider là, les membres au 578, puis de nombreuses familles aussi à travers le Québec, puis le Canada tant qu'à y être. C'est sûr, il faut augmenter les salaires, puis faire plus d'heures, là, mais il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que plus d'heures, il y a aussi comme je disais, au niveau des médicaments, là, d'enlever cette charge-là, parce que ça vous coûte de l'argent là, à chaque paye. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. Là, donc, Tout à fait. Excellent. Écoute, on continue ça. Annie, toi, tu as quelque chose à ajouter?
avant de... Oui, parce que moi, là, t'écoute. quand je sens que le panier d'épicerie augmente à 6 puis là, on avait négocié nos hausses salariales à 2 là, je ne sais pas. Là, il y a quelqu'un ici, à quelque part, qui ne sait pas compter. Parce que pour être capable de dépenser, il faut que tu aies une rentrée. Puis moi, avoir un panier d'épicerie, je vous le dis, là, même moi, j'ai mal au cœur. Parce que tu rentres à l'épicerie puis tu veux manger des bonnes choses, ben c'est tellement plus cher que tu dis comment ils font les familles, comment font les femmes ou les hommes monoparentales pour nourrir leur famille, comment ils font? Aujourd'hui, en 2022, là, on ne devrait même pas se poser la question. On devrait avoir la nourriture de qualité, les salaires qui accompagnent ça pour pouvoir acheter ça. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Fait que moi, là, quand je vois que le coût de la vie augmente, puis tu sais, on l'a vu dans l'histoire, oui, ça augmente, mais il faut que tout suive pour que ça augmente. Il faut que les salaires suivent, il faut qu'il y ait également aussi tous les avantages liés au coût de la vie, il faut que ça suive pour le travailleur. Ben, tu as bien raison. Écoute, c'est pas pour rien. Tu sais, Marc, tu es venu de nos activités de mobilisation qui a pour thème « On mérite mieux hein ». C'est le slogan qu'on s'est donné ce coup-là. Où est-ce qu'on a fait une soupe populaire pour nos membres. Et ça se poursuit d'ailleurs. Je salue les collègues du 579 qui, eux, l'ont fait différemment et ça se poursuit aujourd'hui. Puis eux, ils ont d'autres activités en début de semaine prochaine. Bref, c'est directement lié à ça. Nos gens ont de la misère à se nourrir. Alors, nous, comme Image, on a choisi d'aller donner de la soupe parce que la soupe populaire dans l'imaginaire québécois, petit topo, c'est durant la Grande Dépression, les centres communautaires et les églises étaient transformés en endroit où on pouvait nourrir des gens gratuitement, donner un bol de soupe avec un morceau de pain pour pas que le voisin meure de faim. En gros, c'était ça. Alors, on se servait de cette image-là, mais c'est directement lié à l'inflation. Même là, certains de nos membres nous ont confié que on a pris des nouilles ramen parce qu'ils étaient le moins dispendieux. Il y en a qui mangent chaud au quotidien, et je suis forcé de dire que c'est pas parce que c'est pas bon, j'en consomme à l'occasion, mais manger ça tous les jours, tu mérites mieux que ça. Là. On a la chance d'être dans un pays riche. Je pense que tout le monde mérite d'avoir une qualité de vie décente. Peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, tout le monde a le droit à ça. C'était tout un peu ça là, pour le thème de l'inflation. On va avec les partis politiques, ça vous va? On y va? Je commence. Afin d'aider vos membres vivant un stress financier à cause de l'inflation. Excusez-moi, j'ai oublié de lire ce que M. Chetang a envoyé. Je commence par ça, désolé. Inflation et coût de la vie. Le syndicat du SEPB 578 est composé d'environ 70 % d'emplois précaires, temps partiel, temporaire, employés mis à pied durant l'été, ce qui est très vrai. L'inflation fait mal au portefeuille de nos membres, surtout ceux qui sont précaires. Majoritairement des femmes et plusieurs issus de l'immigration en passant, c'est important de le rappeler. Le panier d'épicerie, le logement et le transport ne cessent d'augmenter mois après mois et les économistes s'entendent maintenant pour dire que cette inflation ne diminuera pas à court ou à moyen terme. La prochaine augmentation salariale de nos membres sera de 2 % alors que l'inflation est d'environ 5 % au moment où nous vous consultons. Comment votre parti politique viendra-t-il en aide à nos membres qui vivent un stress financier? Je vais tout de suite me permettre de dire que personne n'a abordé ce qu'Annie a dit plus tôt, c'est-à-dire l'équité salariale. Hein. Il n'y a personne qui l'a abordé nulle part, alors que, en mon sens, ça aurait dû être « parle de ça ». Notre membership est majoritairement féminin. Personne ne l'a abordé. Je pense pas que c'est pour mal faire. Là. Je pense que c'est plus parce qu'ils n'ont pas nécessairement conscience. Fait qu'on y va. Okay? Je commence par le premier parti, je lis ça et on enchaîne. Afin d'aider vos membres vivant un stress financier à cause de l'inflation et de la hausse drastique du coût de la vie, nous proposons entre autres 3 mesures concrètes pour protéger le revenu des citoyens et des citoyennes, à savoir, premièrement, un gel temporaire des loyers pour l'année 2022, l'annulation des hausses de tarifs d'Hydro-Québec, la hausse du salaire minimum à 18 $ pour rééquilibrer le rapport des forces en faveur des salariés. Je vais me permettre de faire une parenthèse. C'est pas comme ça, mes chers, qu'on bâtit un rapport de force, c'est pas cause que augmente le salaire des gens, pour que les gens puissent s'unir et se défendre. J'en viens à l'équité salariale. Il faudrait peut-être que les gens soient capables, lorsqu'ils sont contestés, que le gouvernement arrête de dire que c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on bâtit un rapport de force. Là. Excusez, c'est mon pétage de coche. Il y a plusieurs partis qui n'emploient le mot rapport de force, puis on dirait qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Ça me fâche. Désolé. Donc, notre parti est aussi très engagé dans la lutte à la crise du logement. Récemment, nous nous sommes engagés à limiter les hausses des loyers abusives en rendant exécutoires les recommandations du tribunal administratif du logement.
L'année dernière, le tribunal administratif du logement recommandait une hausse de 0,8 % des loyers. La suggestion a largement été ignorée par les propriétaires, ce qui a amené une augmentation moyenne de 3,4 % du prix des loyers. Notre parti permettrait de rééquilibrer le rapport de force entre propriétaires et locataires pour qu'il soit juste pour tout le monde. Nous proposons également un pacte des premiers acheteurs pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la propriété malgré la bulle immobilière. Quelque chose à ajouter là-dessus? Mais quelque chose qui vous Je accroche? trouve que ce parti-là a décidé de mettre des mesures, puis je ne suis pas en désaccord avec ces mesures. Non, c'est ça. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Non, moi, ce qui me dérange personnellement, c'est le vocabulaire, mesure de force, rapport de force, parce que un rapport de force, ça suggère une cohésion, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Même sur le salaire minimum à 18 $ de l'heure, je vous promets que si je sors dans la rue et j'en parle au monde, ça n'aura pas l'adhésion. C'est pas parce que c'est mauvais, mais parce que les gens ne comprennent pas que. Ils vont dire moi aussi, j'en veux plus. C'est pas faux, tu en mérites sûrement plus. Je veux pas bitcher, mais c'est juste que c'est pas ça qui va rétablir un rapport de force. Toi, Marc, t'en penses quoi? Moi, que je n'ai pas bien compris, je suis bien d'accord de limiter la hausse des loyers, mais bon, c'est le problème aussi, il n'y a pas assez de logements. Là, donc, je n'ai pas entendu de solution de ce côté-là. Peut-être que ça a été glissé à travers, mais je l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu non plus. Mais écoute, on va aller voir ce que les autres en disent. Mais, somme toute, c'est pas mauvais, mais je vois pas il n'y a rien que je fais yes là-dedans. On va aller au prochain parti. Nous proposons d'abord le gel de tous les tarifs des sociétés d'État. Cette mesure remettrait près de 300 $ aux citoyens, mais répond aussi à un problème structurel, étant donné qu'elle revient à geler les primes d'assurance récolte de la financière agricole. En gros, là, c'est parce que les producteurs payent une assurance en cas de catastrophe pour que le gouvernement les dédommage, parce que ce sont souvent de très petites entreprises, entreprises familiales au Québec. Fait que, en gros, c'est ça, là, la financière agricole, c'est à ça que ça sert, juste pour que les gens comprennent c'est quoi. Les augmentations de ces assurances peuvent aller jusqu'à 30 % sur certains produits agroalimentaires, ce qui n'est pas rien. Mon analyse de ça, en gros, c'est que vu que le coût de production augmente, nécessairement le coût de livraison va augmenter. C'est ça l'idée derrière, je crois. Nous proposons un bureau de concurrence québécois qui aurait pour mandat principal de cibler les cartels et de sévir contre eux. Le bureau canadien, un cartel, c'est, je ne sais pas, j'ai vraiment besoin d'expliquer, mais en fait, c'est souvent des groupes vont se mettre ensemble pour influencer les prix à la hausse ou à la baisse. Là. C'est souvent des grands joueurs, c'est souvent du capital avec un grand C. On ne parle pas du dépanneur Monique, puis c'est pas eux qui vont avoir le pouvoir d'achat. Là. Ça va être les gros. Walmart, Target et compagnie, Costco. C'est des gros joueurs qui sont capables de faire ça. Donc, le Bureau canadien de la concurrence est tout simplement inefficace et trop loin des marchés locaux, que ce soit les cartels du pain, de l'essence et du bœuf ou encore des travaux publics. Il est inadmissible que des commerçants s'entendent pour fixer les prix à la hausse, particulièrement en temps d'inflation. Nous proposons également d'offrir la déduction pour petites entreprises aux entreprises de moins de 5 employés. Ces entreprises représentent près de 45 % de notre économie et elles sont imposées au taux de multinationales. En réduisant leur fardeau fiscal, on leur donne les liquidités nécessaires pour qu'elles évitent, du moins en partie, d'augmenter les prix. En conclusion, notre parti voulait mettre en place l'allocation pouvoir d'achat afin de permettre aux ménages à faible et à moyen revenu de se sortir la tête de l'eau. Cette aide aurait pris la forme d'un crédit d'impôt remboursable pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par famille. Quelque chose à ajouter sur ça? Commentaires? Ben, c'est très technique. J'ai l'impression qu'il y a du travail qui a été fait derrière ça. C'est pas facile à comprendre, par contre. Pour monsieur et madame tout le monde, effectivement, je suis d'accord. C'est pas évident. Moi, je l'ai quand même analysé un petit peu. Je me suis permis de creuser un petit peu. Il y a des mesures là-dedans que moi, je juge qui sont un peu de la foutaise, là, bien honnêtement. Puis je ne sais pas, mais avant, Annie, vas-y donc, parce que je ne veux pas... c'est à la même place que Marc. Je trouve ça très technique. Pour le commun des mortels, comprendre la macro, en fait, ce qui fait en sorte que l'inflation, elle est là, puis comment la réduire. Ben, tu sais, ce que les gens vont retenir, là, c'est le crédit d'impôt, hein. Puis le 1 000 $ par année, là,
Moi, je ne sais pas ce que le monde vit ici, là, mais on n'y arrive pas à 1000 pièces. Ben non, on ne paye pas assez. Tu sais, la plupart de nos membres ne payent pas assez d'impôts. C'était là aussi, je suis d'accord avec toi, c'est là où je voulais en venir. Là, OK, on va geler les tarifs de société d'État. Ben bravo, OK, mettons, on fait ça. Là. On va geler Hydro-Québec pendant 5 ans. Mais dans 5 ans, ils vont l'augmenter plus drastiquement. Ça, c'est la vérité. Là. C'est ça qui risque d'arriver. Puis pour le crédit d'impôt, parce que c'est surtout ça qui va toucher nos gens. Là. En fait, la seule mesure là-dedans que moi, qui m'intéresse plus, c'est le bureau de la concurrence, là, parce que ça, effectivement, on en entend parler. Là, l'essence, c'est pas normal qu'ils lèvent tout le prix en même temps. Là, ça, on le sait, on fait rire de nous là-dessus. Le pain, effectivement, ça a sorti il y a quelques années. Puis là, récemment, le cartel du bœuf, là, on parle de 400 gros producteurs au Canada qui s'amusent à jouer avec les prix un peu comme ils veulent. Vous allez lire là-dessus, vous allez pouvoir le trouver. Là. En gros, ils font exprès de retarder les abattages ou encore vont vendre exclusivement à l'étranger pour faire monter le prix pendant un bout de temps. C'est un non-sens. Il faut viser ça, ce cartel-là, effectivement. Mais pour en revenir à la mesure du 1 000 par famille, le problème, c'est que les crédits d'impôt remboursables, c'est pas à 30 000 que je vais aller chercher 1 000 là, ça n'arrivera pas. J'y ai pas droit. C'est un peu le problème avec toutes les mesures qui existent là, qui sont sur le crédit d'impôt. Et si tu as le droit, ben, il faut que tu attendes ton retour d'impôt. Tu attends un chèque. Au jour le jour, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Mais tu sais, c'est un peu le problème aussi qu'on a avec toutes les formules qui vont donner un crédit d'impôt aux gens, que ce soit, tu sais, puis là, je vais rentrer dans quelque chose qui touche à ça, c'est indirectement lié, mais malgré toute sa bonne volonté, tu as les REER, les CELI, c'est la même chose, ou les REE, donc les régimes enregistrés d'épargne-études. Tout ça ensemble, ce qui arrive souvent, que ça va avantager les riches. Tu sais. J'avais les moyens, moi, là, de mettre 8 000 par année dans le REE de mon enfant. Pas sûr que j'aurais tant besoin du REE à la base. Tu sais. On va être honnête, là, je suis capable de mettre quasiment 10 000 par année là-dedans, puis 12 000 dans mes REER, je n'aurais peut-être pas tant besoin. Fait que ces mesures-là, qui sont toutes basées sur le fait d'un crédit d'impôt, ça avantage juste ceux qui ont déjà de l'argent, finalement. Les pauvres sont oubliés là-dedans encore. On va y aller avec le dernier parti. La hausse des coûts actuels est préoccupante pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui doivent faire le plein, qui voient leurs factures augmenter chaque jour, notamment celle du panier d'épicerie. Au niveau de l'alimentation, nous devons nous assurer de limiter le nombre d'intermédiaires, favoriser les circuits de proximité qui peuvent aussi permettre d'éliminer certains déserts alimentaires et favoriser une alimentation locale et abordable. C'est pourquoi je propose des points de chute dans les quartiers de Longueuil où on pourrait trouver des aliments de qualité à bas prix, un peu à l'image des marchés publics en Europe. En plus, pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, notre parti veut retirer la TVQ sur les produits essentiels et la suspendre sur la facture d'électricité pour les premiers 4 000 payés par les ménages. Nous voulons aussi garantir une place en garderie à chaque enfant à 8,70 par jour. En plus, nous croyons qu'il faut rapidement mettre en place un programme public universel d'accès à la psychothérapie. J'aime beaucoup la psychothérapie. Ben oui, mais... Pour passer à travers l'inflation, on a besoin d'une thérapie, probablement. Hein? Mais pour ma part, écoute, dans ce parti-là, je trouve qu'il y a des mesures diversifiées. Tu sais, là, de un, là, favoriser le local. Moi aussi, tu sais, je trouve que nos producteurs se rapprochent beaucoup de notre panier d'épicerie, mais encore des fois, c'est difficile, tu sais, pour eux, là, d'aller s'étaler, admettons, d'un supermarché. Les points de chute, moi, les marchés, moi, c'est une formule gagnante, un marché, hein, parce on élimine l'intermédiaire, on est direct avec le producteur. Puis, retirer la TVQ des produits essentiels, moi, je trouve que c'est une mesure tout à fait légitime. Puis les garderies. Fait que, tu sais, je trouve ça diversifié. Je trouve qu'il y a plus beau portrait, en fait. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec Annie. Je dirais que l'autre avant et lui se ressemblent peut-être, mais le langage est complètement différent. L'un est très technique, puis on se perd, mais probablement
j'ai eu l'impression qu'on parlait aussi d'un marché local. Là. En fait, en voulant briser le cartel, c'est un peu ça. Si tu brises un cartel, c'est sûr que tu donnes une place aux plus petits joueurs, les marchés locaux. Mais c'est vrai que c'est très technique. Tandis que le dernier, ben, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Moi, ma question, c'est le 8,70 qui m'a fait rire. Là. C'est très précis, là, mais bon, parce qu'il parle de la garderie là, à 8,70, oui. Mais oui, moi, je trouve que ça me parle plus, c'est plus convivial, c'est plus clair. Écoute, tu sais, moi, quand je regarde l'ensemble, je constate que les 3 propositions se ressemblent énormément. Hein, ils visent à peu près les mêmes choses. On vise la TVQ, Hydro, tout le monde vise à peu près la même affaire. Bon, maintenant, ceci étant dit, moi, je fais exprès, hein, moi, je vais taper sur ce que j'aime pas. Là, je fais différent de vous un petit peu. J'ai vraiment horreur des mesures universelles. On met tout pareil tout le monde. J'aime pas ça parce que ça représente pas la même chose dans les poches de tout le monde. Quand on me parle de ôter la TVQ sur les produits essentiels, dont l'électricité pour le premier 4 000 $ dépensés par les ménages, c'est parce que ça, dans la vie de quelqu'un qui fait 25 000 par année, ça peut représenter beaucoup. Mais PKP, Pierre-Carl Péladeau, le premier 4 000 $, son crédit de la TVQ, ça ne change rien dans sa vie. Rien du tout. Je ne dis pas que c'est un mauvais gars, mais dans la vie de tous les jours, cette mesure-là, comment ça se fait que les plus riches y ont droit? Ce qui me fatigue là-dedans, c'est ça, c'est qu'on essaie de donner des mesures universelles sans jamais prendre compte de la réalité des revenus, de la réalité des quartiers. J'ai un peu de misère avec cette approche-là. Puis je fais la même critique à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de mesures qui vont aller directement changer la vie des plus pauvres. On évoque l'universalité. On ne prend pas en compte la différence de revenus. Un avocat qui pratique à son compte fait probablement 10 fois mon salaire annuel. Il va avoir droit à la même mesure que moi. C'est un peu absurde, ça. C'était mon grain de sel. Là. Alors, avis aux partis politiques, là, vous sonnez tous pareils, des mesures plus ou moins égales et semblables. Maintenant, il faut faire un choix à travers ça. Je ne sais pas ce que vous avez préféré. Le dernier. Le dernier. Moi aussi. Tu vois. Plus clair, en plus, tu as la psychothérapie. Oui, la psychothérapie, oui, c'est vrai. C'est vrai que la psychothérapie. Écoute, c'est quoi? Pour tous. Pour même tous. Pour PKP. Mais encore une fois, pour tous, c'est pas parce que je veux nier ça. Puis si on l'inclut vraiment avec le soin dentaire dans notre carte soleil, là, pas de problème. Mais je pense pas que ce soit à part de ça. Je pense qu'il faut le mettre dedans. Là. Mais c'est ça. Mais c'est juste ça. Ça me fatigue. Il y a des choses qui me fatiguent. Mais écoute, je vais aller avec vous sur celle-là. Je pense que ça me déchire un peu parce que il y a comme 2 mesures que j'aime beaucoup, puis sont aux extrémités là, dans les parties. Là, c'est une que j'aime beaucoup dans le 2e, puis une dans le 3e. Mais bon, écoute, on va y aller avec le 3e. Benoît, c'est un jeu. Je le sais. Mais c'est pas grave. On ne jugera pas. Maintenant, on va y aller avec le dernier thème. Oui. L'assurance médicaments publics et universelle. Ça, c'est un cheval de bataille de la FTQ en général depuis très longtemps quand même. Le SEPB Québec a fait plus de pression là-dessus parce que c'est peut-être touche un petit peu plus nos membres directement, avec surtout au niveau scolaire, avec la qualité médiocre, disons-le, de notre couverture des médicaments, surtout du coût. Il faut comprendre qu'un assureur privé, sa job, c'est de faire de l'argent. Il n'est pas là pour mon bien, il est là pour mes biens, comme dirait l'autre. Fait que, il faut comprendre qu'il veut mon argent avant tout. Lui, il faut que ça lui me couvre, il faut que ça lui rapporte. Hein. C'est un jeu d'actuaires. Ils font en gros une prévision sur les gens ont tel âge, ils ont tel problème de santé, ça va me coûter tant, donc il faut que le prix soit tant. Pour que je fasse ma marge de profit qui, elle, ne doit pas changer parce que le capital avec un grand C se contrefiche de nous autres, encore une fois. Hein, c'est toujours le même message, mais c'est ça quand même. En quoi ça touche? Toi, Marc, tu t'impliques beaucoup là-dedans. Tu en as parlé tantôt d'entrée de jeu. Pourquoi ça vient te chercher, cet enjeu-là? C'est un... Pourquoi ça vient me chercher? C'est... Parce que
Tantôt, tu es en train de te fâcher. Là. Je te ramène là-dedans, je m'excuse. Non, mais... parce qu'on on a inventé une belle bébelle qui s'appelle la RAMQ, qui fonctionne relativement bien, mais on a comme arrêté à mi-chemin, là, quelque part. Là, puis c'est ça le problème. Puis la RAMQ, elle a un pouvoir d'achat, elle s'assoit, elle négocie avec les compagnies pharmaceutiques, puis elle peut baisser les prix. Puis nous, les compagnies privées, ben nous étant les autres travailleurs, qu'on a l'obligation d'avoir des assurances de compagnies privées, d'assurance privée, eux, ils n'ont pas ce pouvoir d'achat-là. La Sun Life ne peut pas s'associer avec toutes les autres compagnies d'assurance pour avoir ce même pouvoir d'achat. Donc, eux, ils écopent. Puis même, c'est pire, c'est que les compagnies pharmaceutiques qui ont comme baissé les prix des médicaments pour la RAMQ, mais ils augmentent ces prix-là, ils viennent chercher le cash chez nous, là, quelque part. Donc, c'est fâchant, ça n'a pas de sens, là. C'est pas logique. Pour moi, ça devrait être universel à travers le Canada d'avoir un seul client, ou par province, peu importe, là. Et là, on aurait un plus gros pouvoir d'achat, puis on pourrait baisser les prix, parce qu'il y a des pays qui le font, ça se fait. Donc, nous, on a fait du lobbying. On a fait du lobbying auprès de Marc Garneau, on a fait du lobbying auprès de Pierre Nantel à l'époque, etc. Puis ils sont en faveur, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de lobbying d'autres banques, comme des compagnies privées qui ne veulent pas, absolument pas qu'on s'embarque là-dedans. Mais pour une société, je crois que, de plus en plus malade, on a besoin de psychologues, comme dit Annie, puis, à un moment donné, il faut baisser des coûts, ça augmente tout le temps, puis le meilleur moyen pour baisser les coûts, c'est d'avoir un seul, une RAMQ. C'est une RAMQ qui va négocier pour nous tous, puis tout le monde va en bénéficier. C'est pas plus compliqué que ça. Puis elle va inverser la vapeur aussi. Tu sais, la compagnie, la RAMQ, elle va avoir ce que tu appelles tout à l'heure, Benoît, le rapport de force de dire « Hey, t'es trop élevé, toi, tu vas la baisser ou sinon je ne t'achète pas. » Et c'est ça que ça va prendre ici au Québec. Puis moi, je le souhaite à l'entièreté du pays, en fait, pour tous les gens. Moi, je pense qu'on a présentement des pays qui ont fait la démonstration qu'un régime universel est vraiment bénéfique pour une population. Nous, particulièrement dans le secteur de l'éducation, vous le savez, dû à la précarité de nos emplois puis au sous-financement de nos conditions de travail, les gens n'ont plus le moyen de se payer l'assurance. Ça prend des fois jusqu'à un tiers, des fois la demi, de leur salaire pour se payer une assurance médicaments. Puis c'est pas tout dedans, là. T'as rien que le basic de basic, là. Donc, on a une problématique, là. Moi, c'est sûr, puis vous savez, ça fait des années que je milite pour qu'on ait accès à ça. Et effectivement, le rapport de force serait tellement différent. Et là, on pourrait asseoir les compagnies qui font de l'argent, parce qu'on ne se le cachera pas, là. C'est extrêmement payant, un médicament, là. Tu sais, qui vont être capables de les asseoir pour dire, là, vous êtes vraiment trop élevé, là. Tu sais. Moi, c'est sûr que je le souhaite. Puis, vous savez, une population en santé, qu'est-ce que ça fait? Ça consomme, ça travaille. Mais une population malade, là, ça va utiliser les systèmes de santé qui sont alentour. Fait que moi, je me dis, à un moment donné, il va falloir que des partis politiques puis des prises de décision soient faites ici, là, pour pouvoir veiller au bien-être des gens. C'est clair dans ma tête. Mais tu vois, je vais faire du pouce sur le rapport de force parce que c'est un concept ultra important, le syndicalisme. C'est quelque chose qui, en fait, c'est notre pain, notre beurre. Hein? On s'unit dans le but de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Je vais m'adresser à tous les membres syndicaux, peu importe votre affiliation politique. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus à droite, plus à gauche, mais il y a des choses qu'on a en commun, c'est des valeurs d'équité. Hein? Pas le mot égalité, mais équité. Et équitable, ça veut dire que ça se peut que j'ai besoin d'aider un peu plus puis tout, parce que Minou a moins besoin d'aide. On est tous pas mal là-dedans. Fait que quand on parle de régime d'assurance universel, c'est une valeur syndicale, ultimement, parce que c'est une valeur qui englobe tout le monde, qui va permettre à tous et à toutes d'avoir le droit à la dignité puis de ne pas être malade. Je comprends, là, il y a plein de choses, des gens présents, on ne devrait pas payer les obèses, les fumeurs. Ouais, mais à un moment donné, la ligne est où? T'sais? Moi, je pense que de mettre ça universel, c'est la chose à faire. On va sauver des millions de dollars, même peut-être des milliards collectivement. Ça, c'est une mesure concrète pour lutter contre l'inflation parce que ça laisse de l'argent. Ça, pour nos membres, ça représente de mémoire environ à peu près 320 dollars par mois de mémoire. C'est énormément d'argent, là, 320 piastres par mois. Puis ça, si j'étends ça aux 600 000 membres de la FTQ, si on fait le calcul vite, là, c'est beaucoup d'argent. On parle de 3,18
environ là, 2 millions de dollars par mois de libérés là, pour l'économie. C'est énormément d'argent. Fait que si on veut parler d'impact économique, là, peu importe combien ça va coûter, on libère 2 millions par mois pour 600 000 personnes, bien sûr, tout le monde ensemble. On a un rapport de force, c'est de se mettre ensemble et de le faire bouger, d'aller influencer les partis politiques, ne serait-ce que par nos organisations syndicales qui ont fait des actions là-dessus, ou encore ceux et celles qui sont impliqués dans les partis politiques, bien, quand ils en parlent, levez la main et dites-leur là, que ça n'a pas de sens. Là, parlez de votre réalité, parce que souvent, eux ne la comprennent pas parce qu'ils vivent dans un... On a parlé des riches, des pauvres. Si je fais 400 000 par année, moi, ça ne me dérange pas de payer mon médicament là, à plein prix ou à peu près. Là, ça ne change rien dans mes poches. Sauf quand c'est le cas de médicaments d'exception, mais ça, c'est une autre affaire. C'est un cheval de bataille important, je pense, pour la société québécoise en général. On y va, c'est notre dernier thème. Après ça, je vous laisse aller. L'assurance médicaments publique et universelle. Je vous lis textuellement ce que notre camarade a envoyé. Les primes d'assurance médicaments coûtent très cher, surtout pour les employés à temps partiel. Une très grande partie de leur paie est coupée afin d'avoir droit au remboursement de médicaments. Notre syndicat milite depuis de nombreuses années pour que l'un de nos gouvernements fédéral ou provincial développe une assurance médicaments publique et universelle. Un régime public et universel permettrait d'améliorer l'accès, l'équité, l'efficacité, l'efficience, la sécurité et la qualité au bénéfice de tous. Est-ce que votre parti politique est en faveur d'une assurance médicaments publique et gratuite? Point d'interrogation. On y va? Hein, c'est notre dernier thème. Je vous dirais que c'est après le premier. Je pense que c'est le plus important. On a commencé avec les investissements en éducation, la hausse du financement, pardon, on est en secteur de l'éducation, et on termine avec l'assurance médicaments publique et universelle. Fait qu'on y va avec ça. Nous comprenons qu'une grande partie des paies des salariés est coupée afin d'avoir droit au remboursement de médicaments et nous sommes très sensibles à cette réalité. C'est pourquoi, dans notre plateforme électorale 2018, nous avions promis d'évaluer la pertinence d'implanter un régime public universel et mesurer les coûts et les bénéfices liés à la cohabitation des assurances publiques et privées. Nous avons créé dans le passé un régime hybride novateur et nous sommes conscients qu'il est perfectible pour assurer un meilleur accès aux médicaments pour tous les Québécoises et les Québécoises. Nous rejetons toutefois toute ingérence du fédéral pour la mise en œuvre d'un tel régime. La santé est une compétence qui nous appartient et nous sommes pleinement en mesure de faire les choix qui s'imposent pour nos citoyens. Quelque chose à ajouter là-dessus? C'est tout? C'est tout. Écoute, l'intention est là, mais je trouve ça un peu faible. Même si je comprends tout à fait, là, pour une question de droit, effectivement, ce serait une ingérence fédérale. On peut, on peut pas... je ne peux pas reprocher à aucun parti au Québec de dire on ne veut pas que le fédéral se mêle de nos affaires. Je comprends. Mais pour le reste, il me semble qu'il y aurait sujet à amélioration dans le dossier. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais au moins, il y a une intention d'évaluer et de regarder si c'est bon, pas bon, combien ça coûte. C'est déjà un pas dans la bonne direction, mais il aurait pu se forcer. Il évalue depuis 2018. OK? C'est tout. Ben, ils ont proposé en 2018. Hein, fait que, vu que la CAQ n'est pas là, ils n'ont pas élu. Juste le dire de même, c'est un parti qui n'a pas été élu. Ils n'ont pas pu évaluer grand-chose. Maintenant, la deuxième partie. Il faut travailler pour diminuer les coûts des médicaments pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Nous avons au Québec le régime le plus généreux au Canada. Il s'agit d'une compétence provinciale. Si le gouvernement fédéral décide d'aller en ce sens, le Québec devra avoir un droit de retrait avec pleine compensation. Fin. C'est mieux. Tu trouves ça mieux? Ben, moi, je le trouve plus faible que l'autre. Ah ouais, l'autre, c'est étudie, analyse, je sais pas où ils s'en vont. Puis tandis que lui, j'ai l'impression qu'ils sont comme favorables, mais on garde le cash, mais pas les. Tu vois, moi, dans celui-là, quand je le lis, là, il faut travailler à diminuer les coûts si on est d'accord. Nous avons au Québec, j'ai l'impression qu'il dirait OK, le note est assez bon. Toi, fais ce que tu veux, le fédéral, là, mais nous, on va se retirer, on va prendre l'argent, puis on fera ce qu'on veut avec, puis c'est tout. Ça dépend de ce que tu fais avec. Oui, bien, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fatigue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mesure de quoi faire avec l'argent, tu sais. Il y aurait rajouté, par exemple, on prendrait la pleine compensation pour bonifier le système. Je ferais là, on parle. Okay. Mais là, c'est pas dit. Non. Fait que je trouve ça faible. Mais tu sais, le premier était moyen, puis celui-là, je le trouve, c'était pas assez fort, puis celui-là, je le trouve particulièrement faible. Je trouve qu'il n'y a rien. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Oui. Attends de voir le troisième. Attends de voir le troisième.
Depuis va pas bien à date. Non, ça va pas bien. Depuis 2006, nous militons pour la création de Pharma-Québec, une nouvelle société d'État qui serait responsable de la gestion d'une assurance médicaments universelle, publique et gratuite, ainsi que d'un système d'achat groupé pour diminuer le coût des médicaments. Nous sommes donc en faveur d'une telle mesure. Ça va directement dans le sens de ce qu'on dit. Il faut que j'admette que c'est bon. Tu sais, souvent, honnêtement, lorsque vous allez lire le texte, vous allez constater que le premier parti et le troisième, quand on lit ce qu'on a dit, il faut comprendre que le premier parti semble aller dans le libellé, là, parce que vous comprenez qu'il y a des choses que je n'ai pas dit pour censurer le parti, pas pour censurer le parti, mais pour pas qu'on reconnaisse trop. Ça s'en va quand même dans le même sens, mais la position, dans mon avis, du troisième parti est beaucoup plus solide et claire. Fait que, tu sais, je ne suis pas pour vous, là. C'est ce qu'on veut. C'est ça. Fait qu'il faut y aller avec le deuxième parti. En mon sens, en tout cas, c'est avec eux que j'y vais. Je ne sais pas pour vous. Ben, Pharma-Québec. Pharma-Québec. Moi aussi, ouais. Pharma-Québec. Marc aussi. Alors, maintenant, à toutes les fois que vous m'avez nommé un parti, j'ai calculé, parce que moi, je leur ai attribué une lettre, hein, A, B, C. J'ai donné la lettre A au Parti libéral, la lettre B à Québec solidaire et la lettre C au Parti québécois. Topo vraiment rapide de qui est qui. Pour le Parti libéral, c'est une dame qui s'appelle Émilie Nolette qui se présente. Pour Québec solidaire, c'est une femme qui s'appelle Shofika. Je m'excuse, Shofika, si tu écoutes. Par souci, je ne veux pas massacrer ton nom de famille. Je suis désolé. Je n'ai pas été capable de rejoindre personne pour me dire comment le prononcer, puis je ne veux pas le massacrer. Alors, par respect pour toi, là, Shofika, comme Émilie, d'ailleurs, sont quand même des gens impliqués au niveau social. Shofika s'est déjà présentée dans le passé pour le Bloc québécois à Montréal. Et pour le troisième parti, c'était Pierre Nantel du Parti québécois, qui était quelqu'un de Longueuil, qui est très impliqué aussi au niveau communautaire et qui était pour le NPD avant. Quand on a mentionné qu'on a fait du lobbying, c'était auprès de Pierre Nantel, entre autres. Voilà, on a fait du lobbying justement pour la question du système de l'assurance médicaments universelle, entre autres auprès de Pierre Nantel. Donc, si on y va comme ça, Marc, tu t'aimeras pas, ça va être drôle. Marc, sur 5. C'est un jeu. Ben oui, sur 5, tu as donné 3 fois le vote au Parti libéral. Tu as donné une fois un point au Parti québécois et une fois un point à Québec solidaire. Annie, tu as fait exactement la même chose. Tu as donné 3 fois un vote au Parti libéral. Pas vrai? Bon, Ils se sont améliorés. Ils se sont améliorés, hein? Mais à un moment donné, quand il y a une purge à l'interne, comme il se passe là-bas, ben, je pense qu'il y a une tentative de virage à gauche, puisque leurs éléments de droite se sont rangés avec la CAQ. Alors, je viens du Lac-Saint-Jean, imaginez-vous. T'es rouge, Annie! Mais tu sais, je comprends, là, parce que tu sais, c'est une question d'interprétation du texte, vous ne l'avez pas sous les yeux. De toute façon, c'est un jeu, on y était à brûle pour point comme ça. Donc, tu as donné 1 point au Parti québécois et 1 point à Québec solidaire. Moi, de mon côté, c'était un peu plus balancé, en fait. Moi, j'arrive à égalité. J'ai donné 2 points au Parti québécois, 2 points à Québec solidaire et 1 seul point aux libéraux. Donc, c'est ça. Mais tu sais, ce qui est important à retenir, c'est que malgré tout ça, pour de vrai, quand on prend la peine de lire quand vous allez avoir le texte là, en entier, vous prendrez la peine de lire, vous allez le recevoir par courriel. Je vais vous l'envoyer tout de suite après. Vous allez voir que pour ce qui est de Québec solidaire et du Parti québécois, les mesures se ressemblent énormément. Souvent, c'est comme une question, il y en a un qui est plus idéaliste que l'autre, puis l'autre qui met des mesures concrètes pour essayer d'arriver. C'est un peu comme moi qui s'obstine avec JF par moment, notre président syndical au 578. Je suis un gars de pas mal idéaliste. Là. Des fois, j'ai une vision big picture, puis Jean-François, il est très pointilleux dans les détails. Fait que ça finit par s'entrecouper, c'est le même objectif. Les libéraux joignent la parade à plusieurs reprises quand même là-dedans. Je dois dire, à ma grande surprise, parce que traditionnellement, ce n'était pas le cas. Mais là, faut lever son chapeau quand ça leur appartient. Je vois qu'il y a une progression dans leur prise de position qui se rapproche des mouvements de la rue. Ceci étant dit, en ce moment, au moment où on se parle,
faut comprendre que Marie-Victorin, c'est un peu un baromètre de ce qui va se passer pour la suite des choses. Il va y avoir une élection générale quelque part au mois d'octobre ou novembre, quelque chose comme ça, je n'ai pas la date exacte, mais maintenant, c'est des élections à date fixe. Je ne me rappelle pas, malheureusement. Vous irez vérifier. C'est très important d'aller voter. Ce qui va se passer maintenant peut avoir une influence sur la suite. Si vous voulez envoyer un message à notre gouvernement de vos insatisfactions, c'est le moment. Je vais quand même vous inviter à aller regarder le dernier sondage qui est sorti. Il est disponible sur québec125.com. En ce moment, je vais dans l'ordre croissant. Okay? On va y aller de même. À 9%, c'est le Parti conservateur. 12%, Québec solidaire. 15%, le Parti libéral. 25%, la CAQ et 37% pour le Parti québécois. Je vous inviterai tous et toutes à vous engager auprès du parti que vous choisirez. Toutefois, pour les membres, gardez en tête qu'il y a deux partis qui, vous allez voir, qui recoupent beaucoup de nos revendications. Je vous inviterai finalement à faire un choix entre ceux-là, pas parce que je veux vous dire pour qui voter, mais parce qu'il faut penser global. Fait que ça conclut ce que j'avais à vous dire, les amis. Merci d'avoir été là. Je vais vous laisser aller. Je vais vous laisser aller, puis on se reparle un peu plus tard dans la journée. Merci encore d'avoir été là. C'est super apprécié. Je vous contacte quand j'ai terminé. Merci beaucoup. Damien, merci beaucoup. Bonne journée. Pardon, Annie, ça a coupé une seconde. Qu'est-ce que tu nous as dit? J'ai dit merci beaucoup et passez une belle journée, Sophie. Très agréable. Ah, c'est vraiment le fun. On va le refaire. Promis, on va le refaire. Oui, je vais recommencer. Je pense qu'on a une bonne formule. Puis c'est drôle de voir que par notre billet, à un moment donné, on fait des choix. Tu sais, notre jupon finit par dépasser un petit peu, puis c'est normal. On est humain. Mais bon, c'est quand même ça. Malheureusement, je vais vous dire bye-bye. Puis moi, je vais m'adresser aux membres encore un petit peu. Merci beaucoup de votre temps et on se reparle bientôt. Bye-bye. Donc, et ça conclut pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça a été une expérience vraiment fun. J'espère que vous avez apprécié. Je vais prendre un petit peu de votre temps pour plugger deux choses qu'on a fait. D'abord, ce document-là, vous allez le recevoir dans la journée d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans les commentaires ou encore répondre au courriel ou communiquer directement par Facebook avec le SEPB 578 ou même SEPB Québec, on va tenter de vous répondre le plus rapidement possible. Je vais aussi mettre dans la description deux choses. Je rappelle aux gens du SEPB 578 et 579 ainsi que nos collègues des commissions scolaires anglophones qu'il y a un sondage qui est sorti récemment pour notre cahier de demande. Okay? Demande, c'est quoi? En gros, c'est ce qui va ouvrir les négociations avec l'employeur étant le gouvernement, bien sûr, mais c'est ce qui va ouvrir les négociations plus tard là, dans le processus. C'est important, plus vous allez le remplir, plus on a une bonne idée de c'est quoi les revendications, de ce qu'on a besoin, et ça augmente le rapport de force. C'est beaucoup plus intimidant pour l'employeur de dire, regarde, on a 96% de nos gens qui l'ont rempli que 35%. Alors, pour l'instant, on frôle le 50, mais s'il vous plaît, faites ça vite, répondez au sondage, ça prend 5-6 minutes, ça vaut la peine, vous l'avez reçu par courriel, soit dans votre courriel de l'employeur, votre courriel personnel. Si ce n'est pas le cas, si vous y allez et que vous n'avez reçu rien de ça, je vous invite le plus rapidement possible à communiquer avec votre bureau syndical. Ils vont pouvoir vous le retransmettre à l'instant, soit par téléphone ou encore par courriel, et ça, on va vous répondre, on va vous le renvoyer le plus rapidement possible. Une dernière chose que j'ai à vous dire, nous avons, il y a maintenant environ 2 semaines, Dave Parent et moi avons eu la chance d'aller enregistrer un épisode complet de podcast. C'était fantastique. On a changé syndicalisme. C'est disponible maintenant sur la chaîne YouTube de PB Rivard pour le Carré de Sable. C'est aussi disponible environ partout où vous voulez pour la version audio, là, Spotify, Apple Music et partout finalement vous trouvez vos podcasts. C'est là. C'est vraiment, on a vraiment du plaisir. Et j'espère que vous allez apprécier aussi. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est super important. Allez voter, allez voter, allez voter encore. Si vous ne savez pas où est votre bureau de vote, trouvez-le, c'est assez simple. Vous allez sur Élection Québec, là, c'est assez facile de le trouver. Et pour de vrai, si vous appelez les bureaux des différents partis politiques, souvent ils vont être capables de vous diriger. N'hésitez pas, faites-le, impliquez-vous. La démocratie, c'est ça. C'est nous qui l'amenons. Elle est aussi forte que notre participation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Passez une super bonne journée.